Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une douleur thoracique aiguë. Donc la douleur thoracique aiguë, c'est un motif de consultation très fréquent aux urgences. Les étiologies sont dominées par les pathologies cardiaques et pleuropulmonaires. Donc l'interrogatoire, c'est une étape capitale pour le diagnostic. Deux examens indispensables, deux examens clés, c'est le CG et le radiothorax. Il faut toujours éliminer les urgences qui sont regroupées dans le mnémonique pied. Pied, c'est pour péricardite, ou bien donc le cas très urgent, c'est la tamponnade. Pneumothorax, pleurésie, pneumonie. Et c'est pour l'IDM, infarctus de myocarde. E, c'est pour l'embolie pulmonaire. Et D, c'est pour la dissection aortique. Donc l'objectif initial, lorsqu'on a un patient présentant une douleur thoracique, c'est de déceler la présence des signes de gravité qui nécessitent un traitement symptomatique urgent et aussi de préciser le diagnostic étiologique. Ces signes de gravité, on a les signes respiratoires, notamment une cyanose marquée ou bien une polypnie extrême, des signes de lutte, sueur ou bien une saturation percutanée en oxygène qui est inférieure à 90%. Les signes hémodynamiques, on a tachycardie, trouble de rythme, hypotension ou bien des signes d'hypoperfusion périphérique, donc marbrure, allongement de temps de recoloration cutanée, voire un arrêt cardio-circulatoire. Les signes neurologiques, confusion, agitation, troubles de conscience, voire coma. Donc la présence de ces signes de gravité nécessite la mise en place en urgence de traitements symptomatiques qui précèdent la recherche diagnostique. Donc la démarche diagnostique commence tout premièrement par l'interrogatoire où il faut identifier le terrain. Donc on recherche les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'âge, le sexe, tabagisme, dyslipidémie, diabète, l'hypertension artérielle. On recherche aussi les facteurs de risque thromboemboliques, donc les contraceptions oraux, une coagulopathie, un allaitement prolongé ou bien voyage de longue durée, surtout par exemple lorsqu'on a un métier chez chauffeur aussi. Donc les signes fonctionnels, il faut caractériser cette douleur. Le siège de la douleur, est-ce qu'il est rétrosternal, basithoracique, le type, est-ce qu'il est constrictif, brûlure, déchirure. Aussi, on recherche les radiations, est-ce qu'il y a une irradiation aux épaules, mâchoire inférieure, bras gauche. La durée et le mode d'installation, est-ce qu'il est brutal ou progressif. Les facteurs déclenchants, l'effort, stress, repas, et aussi on recherche les facteurs calmants. Aussi, il ne faut pas oublier de rechercher les signes associés, généraux, fièvre qui orientent vers une cause infectieuse, aussi troubles de conscience, respiratoire, est-ce qu'on a des spnées, tout, hémoptysie, cardiovasculaire, palpitations, syncope, digestive, est-ce qu'on a un pyrogisme, vomissement ou bien l'hématèmèse. L'examen clinique commence tout premièrement par l'évaluation des fonctions vitales. On commence par l'évaluation neurologique par le score de Glasgow, hémodynamique, tension artérielle, fréquence cardiaque, respiratoire, la fréquence respiratoire. L'examen cardiovasculaire, il faut mesurer la pression artérielle ou de bras, c'est très important et on va voir ça dans les étiologies. On recherche des signes d'insuffisance cardiaque droit, notamment signe de Harzer, une turgescence des jugulaires, un reflet hépatojugulaire. On recherche des signes d'insuffisance cardiaque gauche, une orthopnie, une intolérance de décubitus, des râles crépitants basithoraciques qui témoignent un œdème aigu de poumon, auscultation cardiaque à la recherche valvulopathie, notamment on trouve au cours de dissection aortique une insuffisance aortique, frottement péricardique dans la péricardite et le tamponnade, palpation des pouls périphériques, c'est comme la tension artérielle. On recherche aussi une thrombophlébite, notamment l'œdème, perte de ballottement des mollets, signe de Homans qui est une douleur provoquée par la dorsiflexion des pieds. Aussi, on fait l'examen pleuropulmonaire à l'inspection, est-ce qu'on a un sialance, la palpation, diminution des voix, des vibrations vocales, la percussion, est-ce qu'on a une matité qui témoigne un épanchement liquidien, est-ce qu'on a un tympanisme qui témoigne un épanchement gazeux, l'auscultation, est-ce qu'on a des râles, est-ce qu'on a des murmures vésiculaires, est-ce qu'ils sont absents ou diminués. Il ne faut pas oublier aussi l'examen somatique complet. On a surtout parlé de l'examen cardiovasculaire et pleuropulmonaire parce que comme on a
dit dans l'introduction, les étiologies sont dominées par les étiologies d'origine cardiovasculaire et pleuropulmonaire. Donc, devant toute douleur thoracique, vous demandez systématiquement deux examens, le CG et le radiothorax. Le CG, c'est un examen qui est très important parce qu'il va rechercher les signes d'ischémie coronaire, embolie pulmonaire et aussi les signes de péricardite ou tamponade. Et on va revenir à ces signes dans les étiologies. Le radiothorax à la recherche d'un foyer pulmonaire, aussi à la recherche d'un épanchement liquidien ou gazeux. Autre examen à demander selon le contexte, notamment le troponine lorsqu'on a syndrome coronarien aigu sans susticalage du segment ST, les didymères lorsqu'on a une donc probabilité diagnostique de l'embolie pulmonaire faible, lorsqu'on a une probabilité diagnostique qui est élevée ou modérée de l'embolie pulmonaire, donc on demande préférentiellement l'angioscanner pour confirmer ce diagnostic. Donc concernant les étiologies et les étiologies d'origine cardiaque, on a tout premièrement le syndrome coronarien aigu. Donc le diagnostic du syndrome coronarien aigu commence tout premièrement par la recherche des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont notamment les antécédents familiaux, l'âge, le sexe masculin, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle ou bien l'hypercholestérolémie. Les circonstances de la survenue de la douleur, c'est le plus souvent une douleur au matin, au repos. Parfois, on a des douleurs précédentes ou bien un angor qui est déjà connu mais qui est devenu instable, c'est-à-dire soit il est le patient remarque plus de crises ou bien des crises qui sont déclenchées par des efforts de moindre importance et ou bien des douleurs qui sont moins calmées par le trénétrine. Donc, les caractéristiques de la douleur, donc c'est une douleur qui est typiquement rétro-sternale, elle est constrictive, l'irradiation se fait vers la mâchoire et les membres supérieurs, surtout gauche. Par définition, c'est une douleur supérieure à 20 minutes. Lorsqu'on fait l'examen clinique, il est typiquement normal, il est surtout ce examen pour éliminer autres diagnostics et à la recherche des complications, notamment tachycardie, tachycardie, hypotension ou bien œdème aigu de poumon ou choc cardiogénique. Donc le CG, il est très important au cours de la suspicion de syndrome coronarien aigu. Donc d'une part parce qu'il va confirmer l'atteinte coronaire dans la plupart des cas, et d'autre part parce qu'il va classer les patients en fonction de la présence ou non d'un sus-décalage de segment ST. Donc lorsqu'on a un contexte de douleur thoracique qui est évocatrice, la présence d'un sus-décalage de segment ST d'au moins deux dérivations d'un même territoire coronaire permet d'affirmer le diagnostic d'infarctus, de suspecter le territoire vasculaire coronaire atteint et indique la mise en place d'une stratégie, donc en urgence, d'une stratégie de reperfusion. Aussi, la présence d'un bloc de branche gauche n'empêche pas de faire le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage de segment ST. Donc le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage segment ST, c'est soit par la présence d'un sous-décalage segment ST, antinégatif ou bien pointu, ou la présence d'un ECG qui est normal. Là, la priorité est l'évaluation et à l'évaluation de risque. Et dans ce cadre, la démarche diagnostique est volontiers complétée par des examens complémentaires biologiques, surtout enzymatiques, troponine. C'est pour stratifier le risque et est-ce que le patient il est candidat d'une reperfusion ou non. Donc deuxièmement, on a la tamponade. Donc le diagnostic clinique de la tamponade il est plus facile.
Aussi, la recherche étiologique, elle est très importante parce qu'il va guider le choix de traitement, sauf exception, le traitement est fait au milieu chirurgical. Aussi, on a le développement de l'échographie d'urgence, trouve ici une de ces applications les plus évidentes. Donc, le diagnostic repose sur la recherche des facteurs de risque, notamment traumatisme thoracique, soit direct ou indirect, avec ou sans pli thoracique, un infarctus du myocarde récent, néoplasie, infection virale ou maladie de système. Les caractéristiques de la douleur, donc c'est une douleur précordiale, parfois c'est une douleur rétrosternale, il augmente à l'inspiration profonde et diminue à l'antiflexion. Et à l'examen physique, il est difficile de percevoir les frottements péricardiques. S'ils sont perçus, donc il permet de confirmer le diagnostic. Aussi, on recherche des signes d'insuffisance cardiaque droite, notamment la turgescence jugulaire, le reflux hépatojugulaire, l'hépatalgie et le pouls paradoxal. Donc le CG, il permet aussi d'aider le diagnostic, donc deux signes qui sont évocateurs mais inconstants, le microvoltage et l'alternance électrique. Donc comme vous pouvez voir dans cette CG là, donc microvoltage et l'alternance électrique. Donc l'écho, il permet de visualiser aisément l'épanchement et aussi de faire une évaluation de la compliance myocardique, et il peut guider aussi la ponction évacuatrice de sauvetage. La dissection aortique, donc c'est une cause rare de la douleur, thoracique. La dissection aortique, là, pour faire le diagnostic, il faut rechercher les facteurs de risque, notamment une hypertension artérielle retrouvée dans 80% des cas, les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment une dyslipidémie, diabète, une maladie ou malformation vasculaire ou valvulaire, et plus rarement une maladie congénitale, notamment Marfan ou Ehlers-Danlos. La consommation de cocaïne aussi, c'est un facteur de risque, traumatisme aussi, la décélération brutale. Donc la dissection aortique, elle est associée à une douleur thoracique qui est typiquement très, très intense. Il irradie vers le dos, l'ombre et membres inférieurs. Donc à l'examen physique, donc on recherche une asymétrie tensionnelle et une asymétrie à la palpation des peaux qui est trouvée dans moins 20% des cas. L'auscultation, il met en évidence une insuffisance aortique qui est retrouvée dans 50% des cas. Et dans les cas graves, on trouve des signes de choc, notamment l'hypotension, des signes d'hypoperfusion, voire un arrêt cardiaque par hypovolémie. Donc c'est pour cela que la dissection aortique s'associe à un taux de mortalité qui est très élevé, qui varie en fonction de la localisation de cette dissection. Donc le CG, on trouve un ECG soit normal, des fois on trouve des signes d'ischémie coronaire, soit par l'extension de la dissection vers les artères coronaires ou par hypovolémie. La radiothorax, on trouve un élargissement de bouton aortique, comme vous pouvez voir dans ce radio, et l'examen de référence, c'est l'angioscanner, où on voit donc un signe pathognomonique qui est le voile ou bien le flap intimal, comme vous pouvez voir dans ce scanner. Donc concernant l'embolie pulmonaire, donc le diagnostic de l'embolie pulmonaire repose sur la recherche des facteurs de risque thromboembolique classés en facteurs de risque modéré et facteurs de risque haut, de haut risque, comme vous pouvez voir dans ce tableau. L'embolie pulmonaire, sa symptomatologie, on évoque l'embolie pulmonaire lorsqu'on a la présence d'une malaise, angoisse, dyspnée, douleur thoracique de type pleural et plus rarement une hémoptysie. Donc l'examen physique, donc on recherche les signes de thrombose veineuse profonde, donc on retrouve une thrombophlébite dans 50% des cas. On recherche aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite qui sont retrouvés dans l'embolie pulmonaire massive.
Donc le CG, normalement le CG ne doit pas retarder les autres examens, il est souvent normal, ou bien on peut trouver des signes de corps pulmonaire aigu, notamment l'apparition d'une fibrillation auriculaire rapide ou bien une tachycardie. L'aspect S1Q3 est très caractéristique, il est retrouvé dans 50% des cas. On peut trouver aussi un bloc de branche droit incomplet. Le déplacement aussi vers la gauche de la zone de transition et les troubles de repolarisation. Donc ici, comme vous pouvez trouver donc l'aspect S1Q3, donc T inversé et la présence d'une tachycardie. Lorsqu'on a faible probabilité diagnostique, donc là on demande le D-dimer, parce que lorsqu'il est négatif, il élimine le diagnostic. Et lorsqu'on a une forte probabilité diagnostique, on peut demander l'écho ou l'angioscanner, mais surtout préférentiellement l'angioscanner, c'est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Le traitement repose sur l'anticoagulation, donc si on a état de choc, donc l'indication de thrombolyse, c'est absence des contre-indications de thrombolyse. Lorsqu'on a la présence des contre-indications, donc l'embolectomie trouve sa place. Concernant les origines pleuropulmonaires, on commence tout premièrement par le pneumothorax. Donc le pneumothorax, soit il est spontané, post-traumatique ou iatrogène, présente une douleur thoracique latérale accompagnée d'une dyspnée. Donc cette douleur thoracique, il est augmentée par la toux, ou si le patient présente un toux sèche, qui augmente la douleur. L'examen physique, on trouve un syndrome d'épanchement gazeux, donc à l'inspection, une diminution de l'ampliation thoracique, à la palpation, diminution des vibrations vocales, à l'auscultation, on trouve un tympanisme, et le radiothorax, il met en évidence donc une clarté périphérique qui est délimitée par le moignon pulmonaire. Le traitement, c'est en fonction de l'abondance et de la tolérance clinique de pneumothorax. Donc si on a un pneumothorax qui est de faible abondance, donc on peut faire juste un traitement par repos strict au lit avec traitement antalgique et antitussif. Si on a un pneumothorax d'une abondance modérée ou élevée, donc on fait un traitement par exsufflation. Donc aussi les diagnostics ou bien les étiologies pleuropulmonaires, on a la pneumonie, là on a un contexte qui est infectieux, donc se présente par une douleur thoracique latérale accompagnée, comme on l'a dit, fièvre, toux, expectoration purulente, donc c'est un contexte infectieux. On trouve un syndrome de condensation à l'examen, donc une augmentation des vibrations vocales, une matité à la percussion et à l'auscultation, râle crépitant, souffle tubaire. Donc le traitement repose sur l'antibiothérapie. Et donc à la radiographie, on trouve comme ici une pneumonie lobaire, franche, donc ici une opacité lobaire. Donc il n'y a pas seulement des étiologies cardiaques et pleuropulmonaires, on peut évoquer d'autres étiologies, notamment digestives, l'RGO, donc le reflux gastro-œsophagien, le spasme œsophagien, l'hernie hiatale ou autres, origine pariétale, fracture de côte, c'est un contexte traumatique, zona c'est l'inspection, donc on va faire le diagnostic. Donc, comme conclusion, la douleur thoracique, c'est un motif fréquent de consultation en urgence. Il faut toujours éliminer les urgences et ne pas hésiter d'hospitaliser le patient pour bilan et surveillance si on suspecte une urgence. Et l'origine psychogène reste seulement un diagnostic d'élimination. Et donc on a terminé. Je vous remercie.